Le cœur battant à tout rompre, Camélia franchit le seuil de la maison familiale à Barcelone. Les mots d'Elsa encore chauds sur ses lèvres. Pars. Avant qu'il ne te brise pour de bon. La porte claqua derrière elle comme un verdict final. Et dans l'ombre du vestibule, sa mère, les yeux froids comme l'acier andalou, murmura, tu n'es plus ma fille. Une larme solitaire coula sur la joue de Camélia. Mais au lieu de la noyer, elle alluma en elle une flamme vorace, celle de la vengeance. Forgée dans l'amour interdit. Les rues de Barcelone s'étiraient comme des veines sombres sous la peau de la nuit catalane, imprégnées de ce sel marin qui piquait les plaies invisibles. Camélia, 28 ans, foulait le pavé irrégulier du quartier gothique, son sac jeté sur l'épaule comme un bouclier dérisoire. Elle avait fui la maison familiale à Sitges, cette villa blanche aux volets verts qui surplombait la mer Méditerranée. Un sanctuaire devenu prison. Sa mère, Isabella, une femme aux cheveux noirs striés d'argent, issue d'une lignée de pêcheurs basques installés en Catalogne depuis des générations, l'avait chassée sans un regard en arrière. Tu déshonores notre sang? Avait-elle craché, les lèvres pincées, tandis que son père, un notaire taciturne aux mains tachées d'encre, hochait la tête en silence, comme un automate usé par les conventions. Et son frère aîné, Ravière, ce fantôme aux épaules larges et au cœur étroit, avait osé ajouter, choisis, nous ou cette abomination. Camélia avait choisi. Pas eux, mais elle-même. Et Elsa. Elsa. Cette femme aux yeux bruns comme le bois de santal, qui l'avait attendue sous l'arche de pierre de la Rambla. Un parapluie inutile à la main. Car la pluie avait déjà commencé à tomber. Fine et insistante. Comme des regrets inavoués. Elsa avait 30 ans. Une architecte freelance originaire de Madrid. Avec une coupe blonde courte qui dansait au gré du vent méditerranéen. Et des doigts fins marqués par les traits de crayon et les nuits blanches sur des plans de rénovation. Elle s'était rencontrée 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Macba. Ce musée aux murs blancs qui défiait la gravité comme leur amour naissant. Camélia, alors assistante dans une galerie d'art du Born, avait accroché un tableau abstrait des courbes rouges et bleues évoquant des corps enlacés dans l'ombre. Elsa s'était arrêtée devant, un verre de cava à la main, et avait murmuré, c'est la douleur qui rend l'amour si vivant. N'est-ce pas? Ce soir-là, sous les néons clignotants de la ville qui ne dort jamais, elle s'était embrassée pour la première fois. Dans une ruelle étroite où les graffitis hurlaient des poèmes anarchistes. Les lèvres d'Elsa étaient douces, salées par les larmes contenues de Camélia, qui avait avoué son secret, une vie cachée. Des amours fugaces avec des femmes rencontrées dans les bars lesbiens de l'Exemple. Mais toujours sous le voile de la peur familiale. Elsa l'avait serré contre elle. Son corps ferme et rassurant comme un rempart contre les tempêtes intérieures. Je ne te lâcherai pas, avait-elle promis. Et Camélia avait cru. Pour la première fois. En un horizon sans chaîne. Mais les chaînes familiales étaient tenaces. Isabella, veuve depuis 5 ans, régnait sur la maisonnée d'une main de fer gainée de velours. Elle avait élevé Camélia et Ravière dans l'ombre des traditions catholiques, où l'amour se mesurait en alliances solides et en héritages intacts. Le père, mort d'un infarctus lors d'une audience au tribunal, avait laissé un testament clair, la villa de Sitges, les vignes familiales près de Tarragone, et une petite fortune en obligations. Mais pour Isabella, l'honneur primait sur l'or. Quand elle avait surpris Camélia et Elsa, un soir d'été, enlacés sur la terrasse face à la mer, le monde s'était effondré. Ravière, de retour d'un voyage d'affaires à Valence, avait été le premier à trahir,
il avait fouillé le téléphone de sa sœur, découvert les messages enflammés, les photos volées d'elles deux sur une plage de la Costa Brava. C'est pour ton bien? Avait-il justifié, en tendant l'appareil à leur mère. Le dîner ce soir-là avait été un champ de mine. Les couverts tintaient comme des avertissements. Le vin rouge de Priorat coulait comme du sang versé. Isabella avait posé sa serviette, les yeux rivés sur Camélia. Explique-toi. Camélia, le cœur en vrac, avait balbutié des mots d'amour, de liberté, de ce feu qui la consumait depuis l'adolescence. Elsa n'était pas une passade, elle était l'air pur après des années d'asphyxie. Mais Isabella avait ri. Un rire sec comme les feuilles mortes d'automne. Tu n'es plus rien pour moi. Sors d'ici. Et ne reviens jamais. Ravière avait détourné le regard, mais son silence était une lame. Camélia avait empoché ses clés, ses papiers, et s'était enfuie dans la nuit, laissant derrière elle l'écho de la porte qui se refermait, un point final à 28 ans de mensonges. Elsa l'attendait, fidèle au rendez-vous fixé par un texto désespéré, « Aide-moi. Tout est fini. » Elles avaient marché jusqu'à l'appartement d'Elsa, un loft modeste au cœur du Poblenou, avec vue sur les grues industrielles qui se découpaient contre le ciel étoilé. Là, entre les murs peints en blanc cassé et les esquisses d'Elsa éparpillées sur le sol, Camélia s'était effondrée. Ils m'ont effacée. Comme si je n'avais jamais existé. Elsa l'avait relevée, ses mains caressant les cheveux noirs de Camélia, humides de pluie et de chagrin. Alors, nous réécrirons ton histoire. Ensemble. Elles avaient fait l'amour cette nuit-là. Lentement. Tendrement. Comme pour sceller un pacte contre l'oubli. Les corps s'entremêlaient. Peau contre peau. Sous les draps froissés qui sentaient le jasmin et la mer. Elsa murmurait des promesses en espagnol castillan. Sa voix rauque comme un vin vieux, te quiero. Mi amor. Pour toujours. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Camélia avait perdu son emploi à la galerie, un appel anonyme de Ravière. Soupçonnée elle, avait suffi à semer le doute chez son patron. Elle errait dans les rues de Barcelone, cherchant des petits jobs, serveuse dans un café du Raval, traductrice freelance pour des touristes perdus. Elsa, avec ses contrats d'architecture pour des rénovations de maisons modernistes, portait le poids financier. Mais l'amour les liait plus que l'argent. Elle se promenait le soir le long de la plage de la Barceloneta, main dans la main, défiant les regards curieux. Camélia apprenait à respirer librement, à rire sans filtre, à embrasser Elsa sous les palmiers sans craindre les ombres du passé. Pourtant, le passé rôdait. Une lettre arriva un mois plus tard, cachetée de cire rouge, comme un sceau royal. Isabella écrivait d'une plume acérée, « Ton frère se marie. Nous ne t'invitons pas. Oublie-nous. Comme nous t'oublions. » Camélia déchira le papier, mais les mots s'incrustèrent comme des épines. Elsa la trouva en larmes, roulée en boule sur le balcon. « Laisse-les partir, » murmura-t-elle, en l'enlaçant par derrière, son menton posé sur l'épaule de Camélia. Construis quelque chose de plus grand. Ce soir-là, inspirée par les croquis d'Elsa, Camélia esquissa son premier tableau depuis des mois, une femme nue face à une mer déchaînée, les bras tendus vers un horizon incertain. C'était elle, vulnérable et fière. Leur amour grandissait, nourri par les petites victoires. Un week-end, elles s'échappèrent à Cadaqués, ce village d'Alignins aux maisons blanches blotties contre les rochers. Là,
Sur une plage cachée, Elsa demanda Camélia en mariage pas avec un anneau, mais avec un coquillage poli par les vagues, gravé d'un « éternamente ». Camélia pleura de joie. Et elles dansèrent nues sous la lune, leur rire se mêlant au bruit des vagues. Mais au retour, une nouvelle ombre, Ravière, via un message LinkedIn, proposa une « réconciliation conditionnelle ». Maman est malade. Reviens. Et tout sera pardonné si tu changes. Camélia bloqua le numéro. Mais le doute s'insinua. Tel un poison lent. C'est alors que l'opportunité surgit. Inattendue comme un coup de vent sirocco. Une exposition collective à Madrid cherchait des artistes émergents. Camélia envoya ses toiles, des portraits de femmes aimantes, des paysages intérieurs où l'amour lesbien fleurissait en couleurs vives, défiant les normes. Elsa l'aida à monter le dossier, rédigeant une biographie poignante de résilience. Le jury, impressionné, sélectionna 3 œuvres. Le vernissage fut un triomphe modeste, critiques élogieuses dans El País. Un collectionneur anonyme qui acheta une toile pour 5 000 €. Camélia sentit le sol se raffermir sous ses pieds. C'est le début, dit-elle à Elsa. En rentrant à Barcelone, les jours rosés par le cava. Mais le destin, capricieux comme la Méditerranée, réservait des tempêtes. Isabella, atteinte d'un cancer au foie, s'aggrava. Ravière contacta Camélia via un ami commun, elle demande après toi. Viens. Hésitante, Camélia céda. Elle se rendit à Sitges seule, laissant Elsa en pleurs à l'aéroport. La villa semblait fanée. Les volets clos comme des paupières lourdes. Isabella, alitée, amaigrie, la regarda avec un mélange de haine et de regret. Tu es venue pour l'héritage, cracha-t-elle. Camélia secoua la tête. Pour toi, maman. Malgré tout. Mais les mots d'Isabella furent un coup de poignard, tu m'as tué avant ma maladie. Ton vice. Ravière héritera de tout. Toi. Rien. Camélia partit. Le cœur en lambeaux. Mais une étincelle de rage l'animait. De retour à Barcelone, elle se jeta dans son art avec fureur. Ses toiles devinrent des cris, des familles fracturées, des amours bannis, peints avec une palette de rouge sanglant et de bleu profond. Elsa, témoin silencieuse, l'aimait plus fort, leurs nuits devenant des refuges de tendresse où les corps se racontaient ce que les mots ne pouvaient. Un jour, un galeriste parisien, un Français expatrié à Barcelone, découvrit son travail lors d'une foire d'art. Vous avez l'âme de Colette ? Dit-il. En achetant 5 toiles pour 50 000 €. Camélia, stupéfaite, signa. C'était le début de l'ascension. Pourtant, la trahison frappa plus fort que prévu. Ravière, apprenant la réussite de sa sœur via les réseaux, la contacta à nouveau. Félicitations. Maman est morte hier. L'enterrement est privé. Mais il y a un testament. Elle t'a laissé une bague. Viens la chercher. Camélia, malgré la douleur, y alla. Dans le bureau du notaire, face à Ravière en costume noir, elle trouva non une bague, mais un chèque falsifié, 100 €. Moqueur. Avec une note, pour tes vices. Pire. Ravière avoua, il avait saboté ses candidatures passées, contacté ses employeurs, même tenté de diffamer Elsa auprès d'un client.
Pour protéger la famille. Justifia-t-il. Les yeux froids. La rage de Camélia explosa. Elle quitta la pièce en claquant la porte. Mais au lieu de sombrer, elle transforma la douleur en carburant. Avec l'argent des ventes, elle lança sa propre galerie, Ombre et Lumière. Un espace dédié aux artistes LGBTQ+ en Catalogne. Elsa conçut l'aménagement. Un labyrinthe de murs blancs où l'étoile dialoguait avec la lumière naturelle. L'inauguration attira la presse, les militants, et un mécène inattendu, une fondation française, touchée par l'histoire de résilience de Camélia. Ils proposèrent un partenariat, une exposition à Paris, et un prêt de 200 000 € pour développer la galerie. Les mois suivants furent un vertige. Camélia peignait sans relâche. Elsa gérait les projets avec une efficacité sereine. Leur amour, mis à l'épreuve, en sortit plus fort, des dîners aux chandelles sur la terrasse, des escapades à Grenade où elle dansait le flamenco en privé. Corps contre corps, sueur et désir mêlés. Mais Ravière revint, plus insidieux. Il proposa un accord, 500 000 € pour que Camélia renonce à toute revendication sur l'héritage familial. Et pour qu'elle disparaisse de la vie publique. Pense à maman, implora-t-il. Camélia rit. Un rire amer. Maman m'a effacé. À ton tour de payer. Le soleil de midi frappait les toits de tuiles rouges de Barcelone comme un accusateur impitoyable, révélant les fissures dans l'armure que Camélia avait patiemment forgée. La galerie, Ombre et Lumière, bourdonnait d'activité, artistes en herbe accrochaient leurs œuvres. Des visiteurs murmuraient des compliments devant l'étoile de Camélia, ou des silhouettes féminines s'entrelacent dans des jardins secrets, évoquant les vergers perdus de l'Alhambra. Elsa, perchée sur une échelle, ajustait un projecteur. Sa chemise rentrée dans un jean usé, ses cheveux blonds capturant la poussière dorée de l'air. Elle descendit, essuya son front, et embrassa Camélia sur la tempe. Regarde-les. Ils voient en toi ce que ta famille a refusé. Camélia sourit. Mais son regard s'égara vers la fenêtre, où la mer scintillait au loin, indifférente aux drames humains. La mort d'Isabella, 3 mois plus tôt, avait laissé un vide béant. Non pas de deuil pur, mais d'un regret entêtant, celui de n'avoir jamais pu percer la carapace de sa mère. Le testament, lu en présence d'un notaire stoïque, avait été un dernier affront, la villa à Ravière, les vignes vendues pour rembourser des dettes fictives, et pour Camélia, cette bague en toque, symbolique d'un amour maternel avorté. Ravière, désormais veuf, sa femme l'ayant quitté pour un amant plus attentionné, régnait sur les restes de l'empire familial avec une avidité qui puait le désespoir. Il avait tenté de contester la galerie, arguant d'une dette morale due à l'héritage. Mais les avocats de Camélia, payés par les ventes croissantes, l'avaient repoussé comme une vague insignifiante. Pourtant, la trahison de Ravière n'était que le prélude à une plus profonde. Un soir, après une soirée de networking au CCCB, Camélia rentra tard, les veines gonflées de cava et d'adrénaline. Elsa l'attendait, le visage pâle, un iPad à la main. Lisa. C'était un email anonyme, des photos volées d'elle deux. Intime. Sur la plage de Cadaqués. Accompagné de menaces, arrêtez votre exposition à Paris, où ces images iront à la presse. Signé. Un ami de la famille. Camélia sentit le monde basculer. Ravière. Qui d'autre? Mais Elsa, les yeux brillants de colère contenue, secoua la tête. Non.
C'est pire. Regarde l'expéditeur. C'est un collègue à moi. Pablo. De l'agence madrilène. Le choc fut un séisme. Pablo. Ce architecte charismatique aux lunettes rondes et au sourire enjôleur avait été un proche d'Elsa lors de ses années à Madrid. Ami? Plus? Peut-être. Dans un passé flou. Elsa avoua. La voix tremblante, c'était avant toi. Une histoire brève. Hétéro. Mais il n'a jamais accepté la fin. Quand j'ai commencé à travailler avec toi sur la galerie, il a fouiné. Il sait pour Javier ils se sont croisés à une conférence. C'est une alliance contre nous. Camélia recula. Comme brûlée. La trahison n'était plus familiale, elle s'infiltrait dans leur bulle. Ce sanctuaire qu'elles avaient bâti pierre par pierre. Tu le savais, demanda-t-elle. La voix brisée. Elsa secoua la tête. Des larmes coulant sur ses joues. Non. Mais j'aurais dû te dire pour notre passé. Pardonne-moi. La nuit fut un champ de bataille. Camélia erra dans l'appartement, touchant du bout des doigts les esquisses d'Elsa. Ces lignes pures qui avaient conçu leur vie commune. Elsa, prostrée sur le canapé, murmura des supplications, je t'aime. Seulement toi. Pablo est un fantôme. À l'aube, épuisée, elles se réconcilièrent dans les draps froissés, corps nus pressés l'un contre l'autre, comme pour exorciser les ombres. Camélia caressa les seins d'Elsa, traça des cercles lents sur son ventre, descendit jusqu'à l'intérieur de ses cuisses, où la peau était douce comme du velours. Elsa gémit, ses hanches se cambrant, et elles s'aimèrent avec une urgence nouvelle. Langue et doigts explorant les secrets humides, jusqu'à ce que l'orgasme les submerge comme une vague rédemptrice. Nous sommes plus fortes que ça. Halta Camélia, en embrassant la nuque moite d'Elsa. Mais la menace persistait. Pablo, contacté par Elsa, nia d'abord, puis avoua sous la pression d'un avocat. Il avait été payé par Javier 10 000 € pour des photos volées lors d'une soirée privée. Et pour semer le doute dans leur couple. C'était pour te reconquérir. Plaida-t-il à Elsa. Au téléphone. Sa voix larmoyante. Elle le raccrocha au nez. Bloqua le numéro. Et ils portèrent plainte pour chantage. La police de Barcelone, sensibilisée au crime haineux, agit vite, perquisition chez Pablo. Saisie d'ordinateur. Javier fut interrogé. Son alibi bancal un dîner d'affaires fictif s'effrita comme du sable. Au milieu de ce chaos, l'exposition parisienne approchait. Camélia et Elsa s'envolèrent pour la France, laissant la galerie au bon soin d'une assistante fidèle. Paris les accueillit avec sa grâce impitoyable, les rues pavées du Marais, les cafés où les amours saphiques avaient autrefois murmuré leurs secrets. L'exposition, au cœur de la galerie Perrotin, fut un succès retentissant. Les toiles de Camélia, effacées mais inoubliables, captivèrent la critique, Le Monde titra « Une voix catalane pour les invisibles ». Et un collectionneur, ému par l'histoire de résilience, offrit 300 000 € pour l'ensemble. Mais le clou fut une enchère surprise, une œuvre centrale. Un diptyque d'Elsa et Camélia enlacés sous la pluie. Adjugé à 1,2 million € à une fondation LGBTQ+ française. De retour à Barcelone, enrichis non seulement d'argent mais d'une reconnaissance mondiale, elles affrontèrent le climax. Javier, acculé par l'enquête, proposa un règlement à l'amiable, 200 000 € pour clore le dossier. Camélia refusa. Au lieu de cela, elle lança un défi public.
Lors d'une conférence à la galerie, retransmise en live sur les réseaux, elle raconta tout, l'exclusion familiale, la trahison de Javier, le chantage de Pablo. Ma famille m'a effacée pour qui j'aime. Aujourd'hui, je réponds non par la haine, mais par la lumière. Elle annonça un don, 5 millions d'euros fruits cumulés de ses ventes. Prêts et partenariat à une association aidant les jeunes LGBTQ+ expulsés de chez eux en Espagne. La salle applaudit. Elsa à ses côtés, les yeux brillants de fierté. Javier, ruiné par les frais légaux et la vente forcée des vignes pour indemniser, s'effondra. Il contacta Camélia une dernière fois. La voix brisée, « Pardonne-moi. J'ai eu peur. » Elle hésita. Puis répondit, « Le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais il libère. Va guérir. Javier. » Il raccrocha. Et ce fut le silence. Pourtant, la paix n'était pas encore là. Elsa, hantée par sa propre vulnérabilité, confessa une peur enfouie, et si notre amour n'était qu'une réaction à la douleur? Camélia la serra contre elle. Sur la plage de la Barceloneta au lever du soleil, les vagues léchant leurs pieds nus. Non. C'est la douleur qui a révélé notre vérité. Elles s'embrassèrent, sel et sable sur les lèvres, tandis que le ciel s'embrasait de rose et d'or. L'automne enveloppait Barcelone d'un manteau ocre, où les feuilles des platanes du Passec de Gracia craquaient sous les pas pressés des passants, indifférents au drame qui se nouait dans l'ombre des bâtiments modernistes. Camélia, désormais une figure montante de l'art contemporain, naviguait entre interviews et ateliers, son agenda rempli comme un carnet de croquis. La galerie Ombre et Lumière prospérait, exposition mensuelle, atelier pour artistes queer, et un fonds de bourse financé par ce don historique de 5 millions d'euros. Les médias français, séduits par le romantisme dramatique de son histoire, l'avaient baptisée « la muse catalane », comparant ses toiles aux passions tourmentées de Marguerite Duras. Elsa, à ses côtés, rayonnait, ses projets d'architecture intégraient désormais des espaces inclusifs, inspirés par leur combat commun. Mais sous cette façade triomphante, des fissures apparaissaient. La trahison de Pablo avait laissé des séquelles chez Elsa, des nuits d'insomnie où elle se réveillait en sursaut, vérifiant son téléphone pour des messages fantômes. C'est ridicule, marmonnait-elle, en se blottissant contre Camélia, dont le corps chaud devenait un ancrage. Camélia, elle, luttait contre l'ombre de Javier. Bien que le silence radio perdurât, des rumeurs filtraient, il avait sombré dans l'alcool, vendant la villa de Sitges pour une bouchée de pain à un promoteur immobilier. Un soir, lors d'un dîner intime chez El Paella maison arrosée de vin de Montsant, Elsa posa sa fourchette. Et si on adoptait un enfant? Pour ancrer notre famille. Pas pour réparer le passé, mais pour en créer un nouveau. Camélia tressaillit, son verre suspendu à mi-chemin des lèvres. L'idée la terrifiait et l'enivrait, une famille recomposée, loin des chaînes du sang. Elles en parlèrent des heures, allongées sur le tapis perçant du salon, les flammes de la cheminée dansant sur leurs visages. Elsa traça des plans imaginaires sur le ventre de Camélia, une nurserie aux murs bleu pastel. Un berceau sculpté comme une vague. Leurs caresses dérivèrent, tendres au début, puis fiévreuses. Les doigts d'Elsa glissèrent sous la nuque de Camélia, descendant le long de sa colonne vertébrale, effleurant les courbes de ses hanches. Camélia répondit en mordillant la clavicule d'Elsa, descendant jusqu'à ses seins fermes, tétons durcis par le désir. Elles s'aimèrent là. Sur le sol,
Lente et profonde. Gémissements étouffés mêlés au craquement du bois. L'orgasme vint comme une révélation, oui. Un enfant. Leur enfant. Le processus fut un labyrinthe administratif, teinté d'espoir et de bureaucratie espagnole. Elles choisirent une adoption ouverte, via une agence de Catalogne spécialisée dans les familles arc-en-ciel. Les entretiens psychologiques révélèrent leur force, la résilience de Camélia, forgée dans le feu du rejet, la stabilité d'Elsa, ancrée dans une créativité inébranlable. Mais au cœur de cette attente, le passé ressurgit, plus vicieux que jamais. Une lettre anonyme glissa sous la porte de la galerie, une photo d'enfance de Camélia, raturée par Isabella, accompagnée d'une note tapée à la machine: tu voles ce qui nous revient. Arrête. Ou ton bébé le paiera. La peur s'insinua, froide comme un brouillard de la mer du Nord. Camélia accusa Ravière, mais l'enquête policière relancée par ce harcèlement pointa un coupable inattendu, une cousine éloignée. Maria, sœur de la défunte épouse de Ravière. Amère d'avoir été exclue de l'héritage, elle avait comploté avec Pablo, encore sous contrôle judiciaire. Maria, une femme aux cheveux roux et au tempérament volcanique, avoua lors d'un interrogatoire: ta mère haïssait ce que tu es. Je finis son œuvre. Le scandale éclata dans la presse locale, l'héritage empoisonné d'une famille catalane. Ravière, impliqué indirectement via Maria, fut cité comme témoin. Il apparut à la barre, vieilli de 10 ans, les traits tirés par la culpabilité. Je n'ai rien demandé, murmura-t-il, les yeux rivés sur Camélia. Mais j'ai tout perdu. Le témoignage de Ravière fut un tournant. Brisé, il raconta les nuits où Isabella pleurait en secret, regrettant ses mots durs mais prisonnière de sa foi rigide. Elle t'aimait, à sa façon tordue. Moi, j'ai eu peur de la décevoir. Camélia, le cœur serré, ne répondit pas. Mais en sortant du tribunal, sous un ciel plombé, elle sentit un poids s'alléger. Elsa l'attendait dehors, un café chaud à la main. C'est fini? Camélia hocha la tête. Presque. L'adoption avança. Une petite fille de 4 ans, Lucia, orpheline d'une famille d'immigrés marocains, entra dans leur vie. Ses yeux noirs, vifs comme des olives, et ses boucles brunes captivèrent instantanément Camélia et Elsa. Les premiers jours furent un chaos joyeux, Lucia barbouillant les toiles de la galerie, Elsa apprenant l'arabe basique pour lui chanter des berceuses, Camélia peignant un portrait familial où 3 silhouettes s'entremêlaient sous un olivier centenaire. Mais le bonheur fragile attira l'orage. Maria, libérée sous caution, lança une pétition en ligne: protéger nos enfants des familles déviantes. Soutenue par des groupes conservateurs catholiques, elle visa directement l'adoption de Lucia. Argandin, danger moral. Le harcèlement devint public, tweet haineux, manifestations devant la galerie. Même des menaces téléphoniques la nuit. Elsa, protectrice féroce, installa des caméras. Camélia, artiste jusqu'au bout, transforma la douleur en art, une installation vidéo. Voix étouffée, projetant des témoignages de mères rejetées sur les murs de la galerie. L'exposition attira des milliers, dont des alliés puissants, une ministre catalane aux droits LGBTQ+, un avocat pro bono de Madrid. Maria fut arrêtée pour diffamation aggravée, son réseau s'effondrant comme un château de cartes. Au milieu de cette tourmente, l'amour de Camélia et Elsa se révéla dans sa profondeur la plus pure. Une nuit,
Après avoir bordé Lucia endormie, elles s'assirent sur le balcon, un verre de Jerez à la main, contemplant les lumières de la Sagrada Familia au loin, ce chef-d'œuvre inachevé, symbole de leur propre odyssée. Elsa posa sa tête sur l'épaule de Camélia. J'ai peur. Parfois. Que tout ça s'effondre. Camélia tourna son visage, embrassa ses lèvres salées. Alors, nous rebâtirons. Brique par brique. Comme tes plans. Leurs mains s'entrelacèrent. Et sous les étoiles, elles firent l'amour doucement. Sur la chaise longue. Vêtements tombant comme des feuilles mortes. Corps se moulant dans une danse lente. Murmure de « Je t'aime » rythmant leur souffle haletant. Le climax judiciaire arriva comme une lame de fond. Lors de l'audience finale, Javier témoigna contre Maria, révélant ses manipulations. J'ai trahi ma sœur. Plus jamais. Le juge, une femme aux yeux perçants, condamna Maria à 2 ans de prison avec sursis et une amende massive. Lucia fut officiellement adoptée, et la famille de Camélia et Elsa scellée par un certificat aux initiales enlacées. Pourtant, la victoire avait un prix. Javier, ruiné, vendit les derniers biens familiaux. Il contacta Camélia une dernière fois, depuis un café miteux de Tarragone. Je suis seule. Aide-moi. Camélia hésita. Le passé comme un spectre. Elsa, à ses côtés, murmura, c'est ton choix. Humanité ou oubli? L'hiver s'installa sur la Catalogne comme un voile de brume, adoucissant les contours acérés de Barcelone, où les fêtes de Noël illuminaient les rues d'une joie forcée. Camélia, Elsa et Lucia formaient un tableau idyllique, des matins paresseux dans leur appartement rénové du Gracia, où les rires de l'enfant résonnaient contre les murs tapissés de toile. La galerie avait doublé de taille, grâce aux 5 millions investis judicieusement bourse pour 30 artistes émergents, un centre de ressources pour les familles queer, et une exposition itinérante traversant l'Europe. Camélia, désormais auteur d'un mémoire poignant, effacé en amour, traduit en français et en espagnol, recevait des lettres de gratitude des jeunes femmes, sauvées par son témoignage, qui osaient enfin aimer. Mais la requête de Javier hantait Camélia. Elle le revit dans un parc anonyme de Badalona, sous un ciel gris perle, Lucia gardée par Elsa à la maison. Javier avait maigri, ses yeux autrefois fiers creusés par l'insomnie. Je ne mérite rien, dit-il. La voix rauque. Mais un prêt. Pour recommencer. Camélia l'observa, cherchant l'homme qu'elle avait jadis admiré. Ce frère protecteur des jeux d'enfance sur la plage de Sitges. La trahison brûlait encore, mais le temps avait poli les arêtes. Pas un prêt, répondit-elle enfin. Une chance. 500 000 €. Pour une thérapie et un nouveau départ. Mais à une condition, tu reconnais publiquement tes erreurs. Pour les autres. Javier accepta, les épaules voûtées. Son interview dans un journal local. De la haine à la rédemption. Fit sensation, un homme brisé avouant comment la peur familiale l'avait corrompu. Appelant à l'acceptation. Ce fut le début d'une réconciliation fragile, pas d'amour retrouvé, mais d'une paix distante. Javier s'installa à Valence, consultant en immobilier durable, et envoya parfois des cartes postales à Lucia. Signé, Tonton. Avec le printemps, vint la consolidation. Camélia et Elsa se marièrent lors d'une cérémonie intime sur la Costa Brava, sous l'arche d'un olivier millénaire. Lucia portant les alliances dans un panier de fleurs sauvages.
Des invités triés sur le volet, artistes, militants, et même un prêtre progressiste qui bénit leur union en catalan ancien. La nuit de noces, dans une masia louée, fut un feu d'artifice sensuel, bougies parfumées au citronnier, peaux huilées glissant l'une contre l'autre, Elsa chevauchant Camélia avec une lenteur exquise, leurs cris étouffés par les vagues au loin. « Ma femme » murmura Elsa, en effondrant sur elle, épuisée et comblée. Pourtant, le dénouement porta sa dose de mélancolie. Lors d'une rétrospective à Paris au Louvre, rien de moins, Camélia apprit la mort de Maria en prison, d'une overdose solitaire. Pas de larmes, mais un soupir, la haine consumait jusqu'au bout. Elsa, enceinte par insémination, un second enfant en route, posa une main sur son ventre naissant. C'est fini. Vraiment. Nous avons gagné. Le don de 5 millions avait transformé des vies, un refuge à Madrid pour jeunes expulsés. Des bourses en Andalousie. Des thérapies gratuites en Catalogne. Camélia en fit le cœur de son legs, écrivant un codicille, tout son avenir artistique pour cette cause. Elsa, muse et partenaire, conçut un mémorial, un jardin public à Sitges, avec des sculptures de femmes enlacées, baptisé « Jardin des oubliés ». Des années plus tard, assise sur un banc face à la mer, Lucia et le petit frère jouant dans le sable, Camélia se tourna vers Elsa. Ils m'ont effacé. Tu m'as redessiné. Elsa sourit. Ses rides d'expression creusées par le rire. Et ces 5 millions ? Pas une vengeance. Une renaissance. Elles s'embrassèrent, sous le soleil couchant, tandis que la Méditerranée chantait leur hymne éternel, un amour humain. Imparfait, mais invincible.